Samedi 31 janvier 2015, bonsoir à tous, c'est parti pour la première édition de la soirée Sonyota Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité ce samedi, le sport, vous le savez, avec la qualification historique de la République démocratique du Congo en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. La dernière participation en cette étape remonte en 1998 au Burkina Faso. En effet, les Léopards se sont imposés 4-2 en quart de finale, battant les Diables Rouges du Congo-Brazza. Cela fait maintenant 2 siècles qu'a existé Saint Jean Bosco, appelé encore Don Bosco, prêtre d'origine italienne, décédé à 72 ans. Il vit encore aujourd'hui à travers ses œuvres, notamment celles orientées vers l'encadrement de la jeunesse. Encore une fois, bonsoir. Le premier quart de finale a livré son verdict. La République démocratique du Congo, vous le savez, bat le Congo-Brazzaville, 4-1, dont un doublé de Dieu merci Mbokani. Les Fauves sont les premiers qualifiés en demi-finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations, comme vous le voyez. Il faut dire qu'en 25 minutes, moins d'une demi-heure, la République démocratique du Congo a su faire l'essentiel, elle qui pourtant était menée par les Diables Rouges. Et en ce moment, les artères louchoises sont envahies par des milliers de Congolais pour savourer cette victoire. Et on note tout de même que dans la deuxième rencontre de ce quart de finale, le pays organisateur, la Guinée équatoriale, sera face à la Tunisie. Sport encore, deuxième journée du tournoi amical international. Deux matchs étaient au programme ce samedi 31 janvier 2015 au stade de Mazembe. À 14h, le tout-puissant Mazembe a battu le cercle sportif Don Bosco sur la note de 3-1. Résumé de la partie avec Jean-Marc Kassongo à suivre dans nos prochaines éditions. Et dans l'autre match du jour, Zesco de la Zambie et le Azam Football Club de la Tanzanie se sont neutralisés sur la note de 2-2 partout. On change de chapitre à présent pour parler autre chose. Quand des fortes pluies se déversent sur la ville de Lubumbashi, les Louchois sont habitués à voir certaines routes inondées. La cause, c'est en majeure partie le fait que les égouts, ces canalisations souterraines sont bouchées. Voilà pourquoi lorsqu'il pleut, les eaux de pluie se répandent sur la chaussée. Explication de Maurice Mazel. La ville de Lubumbashi est bâtie sur 2 réseaux souterrains pour l'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées. Les collecteurs d'eau souterrains datent de l'époque coloniale. Aujourd'hui, ce circuit est défectueux par endroits. Cette vétusté ne permet plus l'évacuation rapide des eaux de pluie. Plusieurs routes ont été réhabilitées à Lubumbashi. Mais le long des routes, presque toutes les bouches des égouts sont complètement bouchées. Sur d'autres tronçons, par contre, les regards ont disparu. Plusieurs couvercles ont été volés. Les égouts sont à présent à découvert. Au fil des jours, ils s'ébouchent. Ajoutez à ces dysfonctionnements l'absence sur le terrain des équipes de voirie et drainage pour décongestionner les regards. Chaque fois qu'il pleuvra à Lubumbashi, les Louchois verront le même scénario. Les routes seront souvent inondées à cause soit des voies souterraines complètement obstruées ou parce que les regards sont inexistants. En effet, il suffit qu'il pleuve abondamment sur la ville pour que Lubumbashi ressemble à Venise. Pour protéger l'asphalte qui couvre déjà plusieurs kilomètres de route, il est impérieux que l'on corrige urgemment là où il y a eu des failles de génie civil. On va rester sur les routes, mais pour parler cette fois-ci du transport, le gouvernement provincial du Katanga a il y a quelques années interdit le transport mixte sur de longs trajets. Actuellement, ce mode de transport a repris avec force. Le service de transport justifie cet acte en parlant d'un certain relâchement observé dans ce secteur depuis la fin de l'année 2014. Un sujet de Diane Kassongo et Richard Chimba. Pour le service urbain de transport, le transport mixte sur l'axe Lubumbashi-Likasi est dû au relâchement observé durant la période de courtoisie routière qui a eu lieu du 15 décembre 2014 au 15 janvier 2015. Il se fait qu'en date du 15 décembre, le gouvernement provincial, par le truchement des ministres de l'Intérieur et des Transports, ont décrété la courtoisie. Durant cette période, on a observé
les instructions des autorités. Néanmoins, on était dans la période de sensibilisation. Malgré la courtoisie, les services de transport devraient être regardants sur cette ligne par rapport au transport des passagers dans les minibus qui roulent souvent à vive allure. Sinon, les accidents ne feront que se multiplier. L'État n'est pas là seulement pour réprimander. Durant cette période, nous n'avons pas croisé les bras. On était en train de sensibiliser. Donc, si nous lançons les besoins sur le terrain, ce n'est pas seulement pour arrêter, on peut aussi sensibiliser. Mais, comme on a vu qu'il y a l'esprit de récidivisme, c'est ainsi qu'on va encore traiter très dur. Pourtant, la période de courtoisie est un moment qui doit permettre aux conducteurs de se mettre en règle avec les documents de bord et d'intérioriser le code routier. Sur un autre chapitre, l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining a construit une école pour des enfants vulnérables dans la cité de Fungurume, et cela dès son implantation. Le but est de donner la chance à cette catégorie d'enfants d'être instruits, et aujourd'hui cette école est considérée comme la meilleure du réseau des écoles parrainées par Tenke Fungurume Mining. Un reportage de Rufin Kibambe Etienne Lunga. L'école primaire Mukombozi de Fungurume est la première école construite par Tenke Fungurume Mining destinée aux personnes démunies de la cité de Fungurume. Il y avait des enfants qui étaient considérés comme vraiment vulnérables parce qu'à cette époque, ce n'étaient pas des agents de TFM et beaucoup de compétences n'étaient pas locales. Il fallait les trouver ailleurs, mais il y avait des familles dont les revenus étaient suffisamment faibles. Et TFM avait initié un premier projet d'une école qui pouvait accueillir les vulnérables. Ici, tout est pris en charge par Tenke Fungurume Mining. Avec ses 6 locaux de classe, une bonne qualité de l'enseignement, Mukombozi est passé rapidement d'une école pour vulnérables à une école pour tous. Chers Congolais, obéissez aux ordres du pays en appliquant le code de la route et en respectant les panneaux de signalisation. Nous vous remercions. L'école figure parmi les écoles parrainées par Tenke Fungurume Mining qui reçoivent un frais de fonctionnement chaque mois. Depuis 2010, Mukombozi est gérée par les sœurs de Notre-Dame. À ce jour, l'école primaire Mukombozi est considérée comme la meilleure école du réseau des écoles parrainées par TFM de sa concession, avec plus de 2 lauréats au test national des fins d'études primaires. L'implication de TFM dans l'amélioration de l'éducation dans cette école et partout ailleurs dans sa concession est aux yeux des communautés comme un précieux cadeau. Et un peu plus loin, on nous signale que les impacts de la guerre d'agression que la RDC avait connue vers les années 1998 sont encore visibles dans le territoire de Kabalo, situé à plus ou moins 1200 km de la ville de Lubumbashi. C'est dans le district de Tanganyika. C'est le cas des installations de la SNEL et celle de la Régie des eaux. À ce jour, les Kabalois sont dans le noir et un générateur industriel traîne devant le bâtiment de la SNEL depuis 2 ans. Il n'a jamais été mis en service, comme nous disent Edouard Kankou et Victoire Mwamba qui reviennent de là. Ces grands générateurs industriels ont la capacité de couvrir toute la cité de Kabalo en énergie électrique. Mais c'est le contraire qui s'observe sur le terrain. Kabalo est dans le noir et les installations de la Société nationale d'électricité sont abandonnées à l'électricité sort. Des informations recueillies auprès de Kabalois renseignent que ce groupe électrogène est venu de Kalimi et il a totalisé plus de 2 ans à cet endroit et n'a jamais été mis en service. À la base, des accessoires pouvant l'alimenter traîneraient à Kalimié pour des raisons qui ne sont pas connues. Entre-temps, les fils et filles du territoire de Kabalo ne voient la lumière qu'aux heures du soir quand l'aérogare de la SNCC démarre son groupe électrogène. Le même constat est fait du côté d'approvisionnement en eau potable. C'est plutôt l'eau du fleuve qui est utilisée dans les tâches ménagères. Cette situation perdure depuis la guerre d'agression de 1998. Les installations de la SNEL et celles de la Régie des eaux avaient subi le pillage. Quelques convives et notabilités de la ville de Lubumbashi ont rehaussé de leur présence la cérémonie d'échange de vœux à laquelle le maire Sangouza les a conviés. L'autorité urbaine a au cours de cet échange, sollicité le concours de tout le monde pour atteindre les objectifs fixés par la mairie de Lubumbashi pour cette année 2015. Maurice Mazel. Dans le souci d'assurer de bonnes élections à la population, le gouvernement de la République a élaboré en collaboration avec le partenaire et multilatéraux un plan
opérationnelle de sécurisation du processus électoral rendu public par décret numéro 026 du 6 mai 2005 et dont l'objectif primordial est d'assurer la protection des institutions publiques, la protection des personnes et de leurs biens, la protection du personnel, du matériel et des infrastructures électoraux, la libre expression aux élections, le renseignement opérationnel policier, la coordination opérationnelle entre tous les acteurs qui agissent dans le cadre de la sécurité en République démocratique du Congo et la communication permanente avec la population en vue d'informer des mesures de sécurité prises. Voilà, c'était plutôt le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Juvenal Kitungwa, qui lançait les travaux relatifs à la sécurisation du processus électoral à l'intention de la police nationale congolaise. Les participants, en rappel, prennent part à plusieurs exposés qui visent la remise à niveau des agents de l'ordre. Et nous y sommes maintenant. Quelques convives et notabilités de la ville de Lubumbashi ont rehaussé, je vous le disais, de leur présence la cérémonie d'échange de vœux à laquelle le maire Sanguza Mtunda les a conviés. L'autorité urbaine a, au cours de cet échange, sollicité le concours de tout un chacun pour atteindre les objectifs fixés par la mairie pour cette année 2015. Regardez. À l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux pour l'année 2015, le maire de Lubumbashi n'a pas manqué d'aborder quelques points relatifs à la sécurité des personnes et de leurs biens, l'administration de la ville, la maximisation des recettes et les objectifs que compte atteindre la ville. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mtunda a invité la population louchoise à la vigilance tout azimut pour préserver la paix que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a acquise afin de permettre l'émergence du pays tout entier et de la ville de Lubumbashi. L'autorité urbaine a rappelé aux Louchoises et Louchois qu'ils ont le devoir de s'approprier de la lutte contre l'insalubrité en tout temps pour éradiquer tant soit peu les maladies des mains sales. Au chapitre de la maximisation de recettes qui détermine souvent les moyens de la politique de la ville, pour relever les défis que s'assigne la mairie, l'appel a été cette fois-ci lancé aux services générateurs de recettes et aux opérateurs économiques pour conjuguer les efforts afin de développer la ville. Et pour terminer ce journal, célébration ce 31 janvier du bicentenaire de Saint-Jean Bosco, connu sous l'appellation de Don Bosco. À l'occasion, un mini-portrait a été fait sur sa personne, son idéal et son impact dans les œuvres de l'éducation de la jeunesse. Ce prêtre d'origine italienne est mort à 72 ans après avoir laissé des empreintes dans les œuvres salésiennes. Mais qui est exactement Don Bosco? Voici la présentation de sa personne dans cet élément. L'homme est né sous le nom de Melchiorre Bosco, ou Don Bosco, le 16 août 1815 et est décédé en 1888. De nationalité italienne, Don Bosco a été béatifié en 1929 par le pape Pie XI et canonisé le 1er avril 1934. De son vivant, il a voué sa vie à l'éducation des jeunes enfants issus des milieux défavorisés. Il a fondé en 1854 la Société de Saint-François de Sales, plus connue sous le nom de Congrégation des Salésiens. Il s'était fait entourer des prêtres éducateurs. Avec Marie-Dominique Mazzarello, ils ont fondé en 1872 l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice appelée Salésienne. En outre, il a fondé les maisons d'accueil pour étudiants, des foyers pour jeunes, ouvriers et des séminaires pour vocation tardive. Son activité au service de la jeunesse des milieux populaires, les résultats qu'il obtient auprès d'elle dans les divers domaines de la formation générale, professionnelle, religieuse et ses recherches pédagogiques sont reconnus au monde où les fondations se multiplient avec le label salésien de Don Bosco. Même à Lubumbashi, les œuvres de Don Bosco sont légion. Le cas des centres hospitaliers, des écoles et centres de formation professionnelle comme Cité des Jeunes et Salama et autres qui rendent hommage à Saint Jean Bosco par le nom de Don Bosco. D'où la célébration avec faste du 2e centenaire ce 31 janvier 2015 à Lubumbashi par plusieurs élèves religieux et travailleurs.
L'actualité donc sportive, vous le savez, avec la qualification demi-finale de la République démocratique du Congo de la CAN Guinée équatoriale 2015. On se quitte donc sur ces belles images non commentées de l'ambiance qui règne en ce moment même sur la ville de Lubumbashi. Voilà, c'est donc la joie qui règne certainement partout ailleurs en République démocratique du Congo et c'est par là que s'achève cette première édition de la soirée Sunyota Télévision à la une de l'actualité, le sport, avec la qualification historique de la RDC en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. La dernière participation à cette étape remonte en 1998 au Burkina Faso et en effet les Léopards se sont imposés 4-2 en quart de finale, battant les Diables Rouge du Congo-Brazza. Vous l'avez également suivi, cela fait maintenant 2 siècles qu'a existé Saint Jean Bosco, appelé encore Don Bosco, prêtre d'origine italienne décédé à 72 ans. Il vit encore aujourd'hui à travers ses œuvres, notamment celles orientées vers l'encadrement de la jeunesse. C'est la fin complète de ce journal. Madame, Monsieur, je vous laisse à présent suivre en page magazine l'activité de l'entreprise minière Tenke Fungourme Mining qui a pu construire des écoles pour l'instruction des enfants vulnérables dans cette partie de la province du Katanga. Merci de votre attention. Après les éditions de 21h à 23h, ce sera le dernier journal de ce samedi dans une présentation de Lumière Moussaou. Très bon de le programme.